Les stratégies du mental pour éviter le moment présent. Perdre le moment présent, c'est l'illusion fondamentale. Même si j'accepte tout à fait qu'en définitive, le temps est une illusion, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Je dois tout de même vivre dans un monde complètement dominé par le temps. Accepter intellectuellement, c'est croire, ni plus ni moins, et cela ne change pas grand-chose à votre vie. Pour actualiser cette vérité, vous devez la vivre. Lorsque chaque cellule de votre corps est tellement présente que vous y sentez vibrer la vie et que, à chaque instant, vous la ressentez comme la joie d'être, on peut dire alors que vous êtes libéré du temps. Mais je dois tout de même payer les prochaines factures, continuer de vieillir et mourir comme tout le monde. Comment pourrais-je jamais prétendre être libéré du temps? Les prochaines factures ne sont pas un problème. La disparition du corps physique ne l'est pas non plus. Perdre l'instant présent, voilà le problème, ou plutôt l'illusion fondamentale qui transforme une simple situation, une circonstance ou une émotion en un problème personnel et en souffrance. Perdre le moment présent, c'est perdre l'être. Être libéré du temps, c'est psychologiquement ne plus avoir besoin du passé pour assumer votre identité, ni du futur pour vivre votre plénitude. Vous ne pouvez imaginer transformation plus profonde de la conscience. Dans certains cas rares, ce basculement de la conscience se produit d'une façon spectaculaire, radicale et définitive. Il survient habituellement par un lâcher-prise total et s'accompagne d'une souffrance intense. Mais pour la plupart des gens, c'est là un processus qui exige de la persévérance. Une fois que vous avez goûté furtivement à l'état de conscience intemporelle, vous commencez un aller-retour entre les dimensions du temps et de la présence. Vous prenez d'abord conscience du fait que votre attention est rarement dans l'instant présent. Et de savoir que vous n'êtes pas présent constitue déjà une grande réussite. Cette reconnaissance est en soi une forme de présence, même si, initialement, elle ne dure que quelques secondes de temps horloge avant d'être reperdue. Puis, vous choisissez de plus en plus souvent de focaliser votre conscience sur l'instant présent plutôt que sur le passé ou le futur. Et chaque fois que vous réaliserez que vous avez perdu de vue le présent, vous saurez y rester non seulement quelques secondes, mais plus longtemps du point de vue du temps horloge. Alors, avant d'être fermement ancré dans l'état de présence, c'est-à-dire avant d'être totalement conscient, vous faites des allers-retours répétitifs pendant un certain temps entre la conscience et l'inconscience, entre la présence et l'identification au mental. Vous perdez de vue le présent et vous y retournez. Puis, la présence finit par devenir votre état prédominant. La plupart des gens ne connaissent jamais l'état de présence, sinon de façon accidentelle et brève, en de rares occasions, sans le reconnaître pour ce qu'il est. La plupart des humains n'oscillent pas entre la conscience et l'inconscience, mais plutôt entre divers niveaux d'inconscience. L'inconscience ordinaire et l'inconscience profonde. Qu'entendez-vous par divers niveaux d'inconscience? Comme vous le savez sans doute, le sommeil alterne constamment par phase entre le rêve et l'absence de rêve. De même, à l'état de veille, la plupart des gens naviguent entre l'inconscience ordinaire et l'inconscience profonde. Ce que j'appelle l'inconscience ordinaire, c'est l'identification à vos mécanismes de pensée, à vos émotions, à vos réactions, à vos désirs et à vos aversions. C'est l'état normal de la plupart des gens. Dans cet état, vous êtes sous l'emprise du mental, qui est le propre de l'ego, inconscient de l'être. Ce n'est pas un état de douleur ou de malheur aigu, mais plutôt
un état sourd et presque continuel de malaise, d'insatisfaction, d'ennui ou de nervosité, une sorte de parasite de fond. Vous ne le remarquez peut-être pas tellement il fait partie de la vie normale, tout comme vous ne distinguez pas un bruit de fond sourd et continu comme celui d'un climatiseur, à moins qu'il ne s'arrête. Lorsque le bruit cesse soudainement, on ressent un soulagement. Beaucoup de gens se servent de l'alcool, des drogues, du sexe, de la nourriture, du travail, de la télévision ou même du shopping comme anesthésiant, essayant ainsi inconsciemment d'éliminer ce malaise de fond. Par cette compensation, une activité qui peut être très agréable si on l'utilise modérément, devient une activité compulsive ou de dépendance qui ne soulage que très brièvement les symptômes. Ce malaise se transforme en souffrance lorsqu'il passe de l'inconscience ordinaire à l'inconscience profonde. En d'autres termes, c'est un état de souffrance et de tourment plus aigu et plus évident. Cela arrive lorsque les choses tournent mal dans votre vie, lorsque l'ego est en danger ou confronté à un défi majeur, à une menace ou à une perte réelle ou imaginaire, ou lorsque vous vivez un conflit relationnel. C'est une version intensifiée de l'inconscience ordinaire qui diffère non par sa nature, mais par son degré d'intensité. Dans l'inconscience ordinaire, habituellement, résister à ce qui est ou le nier crée le malaise et l'insatisfaction que la plupart des gens acceptent comme faisant partie de la vie normale. Lorsque l'ego se trouve face à un défi ou à une menace, cette résistance s'intensifie et finit par occasionner une intense négativité qui se manifeste entre autres par la colère, la peur aiguë, l'hostilité, la dépression, etc. L'inconscience profonde se traduit souvent par une activation du corps de souffrance et une identification à celui-ci. La violence physique n'existerait pas s'il n'y avait pas d'inconscience profonde. Cette violence explose aussi sans retenue chaque fois qu'une foule de gens ou même un pays entier engendre un champ d'énergie collectif négatif. Le meilleur indice de votre niveau de conscience, c'est votre façon d'affronter les défis de la vie lorsqu'ils surviennent. Les défis incitent une personne déjà inconsciente à le devenir encore plus, et une personne consciente à l'être plus intensément. Un défi peut soit vous aider à vous réveiller, soit vous amener dans un sommeil encore plus profond. Le rêve de l'inconscience ordinaire se transforme alors en cauchemar. Si vous ne pouvez pas être présent, même dans des circonstances normales, comme lorsque vous êtes assis seul dans une pièce ou en train de marcher dans la forêt ou encore d'écouter quelqu'un, alors vous ne serez certainement capable de rester conscient lorsque quelque chose ira mal, que vous affronterez des gens ou des situations difficiles, que vous perdrez quelque chose ou en serez menacé. Une réaction s'emparera de vous. En définitive, ce sera toujours une forme de peur qui vous plongera dans une profonde inconscience. Ces défis servent à vous tester. Seule votre manière d'y faire face vous indique, ainsi qu'aux autres, où en est votre niveau de conscience, plus même que le temps que vous pouvez rester assis à méditer les yeux fermés, ou plus que les visions que vous avez. Il est donc essentiel d'introduire dans votre vie davantage de conscience dans des situations ordinaires où tout se passe relativement en douceur. Ainsi, vous intensifierez votre capacité à être présent. Cette présence génère en vous et autour de vous un champ énergétique d'une fréquence vibratoire élevée. Aucune inconscience, négativité, discorde ou violence entrant dans ce champ ne peut y survivre, pas plus que l'obscurité ne peut résister à la lumière. En apprenant à être le témoin de vos pensées et de vos émotions, ce qui fait essentiellement partie de la capacité à être présent, vous serez peut-être surpris de constater pour la première fois le parasitage de fond
propre à la conscience ordinaire. Vous serez étonné aussi de noter que les moments où vous vous sentez véritablement bien sont très rares et parfois inexistants. Dans vos pensées, vous verrez beaucoup de résistance sous forme de jugement, d'insatisfaction et de projection mentale. Celles-ci vous éloigneront toutes du présent. Sur le plan émotionnel, il y aura un courant sous-jacent de malaise, de tension, d'ennui ou de nervosité. Ce sont deux des aspects du mental dans son mode de résistance habituel. Que cherche-t-il? Dans un de ses livres, Carl Jung rapporte une conversation qu'il a eue avec un chef amérindien, lui soulignant que de son point de vue, la plupart des Blancs ont le visage tendu, le regard fixe et un comportement cruel. Ce chef indien disait ceci: « Ils sont toujours en train de chercher quelque chose, mais quoi? Les Blancs désirent constamment quelque chose. Ils sont sans cesse troublés et agités. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Pour nous, ce sont des fous. » Bien entendu, ce courant sous-jacent de constant malaise a débuté longtemps avant l'avènement de la civilisation industrielle occidentale. Mais dans la civilisation occidentale, qui s'étend à présent sur presque la totalité du globe, y compris la majeure partie de l'Orient, ce message se manifeste avec une acuité sans précédent. Il existait déjà à l'époque de Jésus et 600 ans plus tôt du temps de Bouddha et bien avant encore. « Pourquoi êtes-vous toujours anxieux ?» demandait Jésus à ses disciples. « Une pensée anxieuse peut-elle ajouter un seul jour à votre vie ?» Et Bouddha enseignait que toute souffrance provient de nos constants besoins maladifs et de nos désirs. En tant que dysfonctionnement collectif, la résistance au présent est intrinsèquement reliée à notre perte de conscience de l'être, et c'est elle qui constitue le fondement de notre civilisation industrielle déshumanisée. À propos, Freud a lui aussi reconnu l'existence de ce malaise sous-jacent et en a parlé dans son livre « Malaise dans la civilisation », sans toutefois en reconnaître la racine véritable, ni réaliser qu'il était possible de s'en libérer. Ce dysfonctionnement collectif a engendré une civilisation très tourmentée et extraordinairement violente qui est devenue une menace non seulement pour elle-même, mais aussi pour toute vie sur la planète. Comment éliminer l'inconscience ordinaire? Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ce tourment? En prenant conscience. Observez les nombreuses façons dont le malaise, l'insatisfaction et la tension se traduisent chez vous par le jugement inutile, la résistance à ce qui est et la négation du présent. Tout ce qui est inconscient se résorbe lorsque vous envoyez la lumière de la conscience sur tout ça. Quand vous saurez comment faire disparaître l'inconscience ordinaire, la lumière de votre présence brillera plus vivement et il vous sera beaucoup plus facile de faire face à l'inconscience profonde lorsque vous sentirez qu'elle vous happe. Toutefois, l'inconscience ordinaire peut ne pas être facile à détecter au départ tant elle est normale. Prenez l'habitude de suivre de très près votre état mental et émotionnel en vous observant. Il est bon de vous demander « Suis-je à l'aise en ce moment ?» ou bien « Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment ?» Soyez au moins aussi intéressé par ce qui se passe en vous que par ce qui se passe à l'extérieur. Si vous saisissez bien l'intérieur, tout ira bien à l'extérieur. La réalité première est à l'intérieur et la réalité secondaire à l'extérieur. Mais ne vous précipitez pas pour répondre à ces questions. Dirigez votre attention vers l'intérieur. Jetez un coup d'œil en vous.
Quel genre de pensée votre mental est-il en train de produire? Que ressentez-vous? Tournez votre attention vers le corps. Y a-t-il des tensions? Une fois que vous avez déterminé qu'il y a effectivement en vous un certain degré de malaise, ce parasitage de fond, essayez de trouver de quelle manière vous évitez ou niez la vie ou y résistez, c'est-à-dire comment vous niez le présent. Les gens ont bien des façons de résister au moment présent. Je vais vous en donner quelques exemples. La pratique vous permettra d'aiguiser votre capacité à vous observer, à surveiller votre état intérieur. Comment se libérer du tourment? Éprouvez-vous de l'aversion à faire ce que vous êtes en train de faire? Votre travail peut-être, ou bien une activité à laquelle vous acceptez de vous livrer, mais qu'une part de vous n'aime pas et que vous repoussez. Entretenez-vous en secret du ressentiment envers un proche? Réalisez-vous que l'énergie que vous dégagez ainsi est si nuisible dans ses effets qu'en réalité, vous êtes en train de vous polluer vous-même ainsi que ceux qui vous entourent? Regardez bien en vous. Y a-t-il la moindre trace de ressentiment, de réticence? Le cas échéant, examinez tout cela aussi bien sur le plan mental qu'émotionnel. Quelle pensée votre esprit est-il en train de créer au sujet de cette situation? Puis remarquez l'émotion qui est la réaction du corps à cette pensée. Sentez-la bien. Est-elle agréable ou désagréable? Est-ce une énergie que vous choisiriez vraiment d'accueillir en vous? Avez-vous réellement le choix? Peut-être qu'on profite de vous. L'activité à laquelle vous vous livrez est peut-être vraiment ennuyeuse. Une personne qui vous est proche est peut-être vraiment malhonnête, irritante ou inconsciente. Mais tout cela est sans importance. Que vos pensées et vos émotions concernant cette situation soient justifiées ou non, ça ne fait aucune différence. Une chose est certaine, vous êtes en train de résister à ce qui est et de faire du moment présent un ennemi. Vous êtes en voie de créer votre tourment, un conflit entre l'intérieur et l'extérieur. Vous souillez non seulement votre être intérieur et celui de vos proches, mais aussi la psyché humaine collective dont vous êtes indissociable. La pollution de la planète n'est qu'un effet extérieur d'une pollution psychique intérieure, celle de millions d'individus inconscients qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie intérieure. Ou bien, vous mettez un terme à tout ça et parlez à la personne concernée en lui faisant ouvertement part de ce que vous ressentez, ou bien vous laissez tomber la négativité que votre mental a créée par rapport à la situation. Cette négativité ne sert à rien d'autre qu'à renforcer un faux sentiment du moi. Il est important d'en reconnaître la futilité. La négativité n'est jamais la meilleure façon de composer avec une situation. En fait, dans la plupart des cas, elle vous emprisonne davantage et empêche tout changement réel. Tout ce qui est fait avec une énergie négative se part à son tour de cette négativité et se traduit par plus de souffrance et de tourment. En outre, tout état intérieur négatif est contagieux. Le malheur se répand plus facilement qu'une maladie physique. Par la loi de la résonance, il déclenche et alimente la négativité qui est latente chez les autres, sauf s'ils en sont à l'abri, c'est-à-dire s'ils ont atteint un niveau de conscience élevé. Êtes-vous en train de polluer le monde ou de ramasser les pots cassés? Vous êtes le seul et unique responsable de votre vie intérieure, et vous êtes aussi responsable de la planète. Il en va de l'extérieur
comme de l'intérieur. Si les humains se débarrassent de leur pollution intérieure, ils cesseront également de polluer le monde. Comment pouvons-nous laisser tomber la négativité comme vous le suggérez? En la laissant tomber, tout simplement. Comment laissez-vous tomber un morceau de charbon ardent que vous tenez à la main? Comment laissez-vous tomber un bagage lourd et inutile que vous portez? En reconnaissant que vous ne voulez plus souffrir ni continuer à porter ce fardeau, puis en l'abandonnant. L'inconscience profonde, qui est synonyme de corps de souffrance, ou tout autre grand chagrin comme la perte d'un être cher, doit habituellement être métamorphosée par l'acceptation, grâce à la lumière de votre présence, grâce à votre attention soutenue. Par ailleurs, on peut simplement se débarrasser de nombreux schèmes inconscients ordinaires lorsqu'on sait qu'on n'en veut plus et qu'on n'en a plus besoin, lorsqu'on réalise qu'on a le choix et qu'on n'est autre chose qu'un paquet de réflexes conditionnés. Tout cela sous-entend qu'on sache accéder au pouvoir de l'instant présent. Sans lui, on n'a aucun choix. Si vous qualifiez certaines émotions de négatives, ne créez-vous pas une polarité mentale bon-mauvais, comme vous l'avez déjà expliqué? Non, la polarité a été créée avant, au moment où votre esprit a jugé que l'instant présent était mauvais. C'est ce jugement qui a créé l'émotion négative. Mais si vous qualifiez certaines émotions de négatives, ne dites-vous pas, en réalité, qu'elles ne devraient pas être là, qu'il n'est pas bien de ressentir ces émotions? Selon moi, nous devrions nous donner la permission d'avoir tous les sentiments qui montent, plutôt que de les juger comme étant mauvais ou d'affirmer que nous ne devrions pas les avoir. Il n'y a pas de mal à éprouver du ressentiment, à être en colère, irrité ou d'humeur sombre. Autrement, nous entrons dans la répression, le conflit intérieur ou la négation. Tout est bien tel quel. Bien entendu, lorsqu'une forme de pensée, une émotion ou une réaction se présente, acceptez-la. Vous n'êtes pas alors suffisamment conscient pour effectuer un choix délibéré. Ce n'est pas un jugement, mais un fait. Si vous aviez le choix, ou réalisiez que vous l'avez effectivement, quelle serait votre option? La souffrance ou la joie? Le bien-être ou le malaise? La paix ou le conflit? Garderiez-vous une pensée ou un sentiment qui vous coupe de votre état naturel de bien-être, de votre joie de vivre intérieure? Ce sentiment, je le qualifie de négatif, c'est-à-dire de mauvais. Non pas au sens de « vous n'auriez pas dû faire ça », mais au sens purement factuel, comme un mal d'estomac. Comment est-il possible que les humains aient tué plus de 100 millions de leurs semblables au XXe siècle seulement? Le fait que des humains se soient infligés mutuellement une souffrance d'une telle ampleur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est sans tenir compte de la violence mentale, émotionnelle et physique, de la torture, de la douleur et de la cruauté qu'ils continuent chaque jour de faire subir à leurs pairs, à d'autres êtres vivants. Est-ce qu'ils agissent ainsi parce qu'ils sont en contact avec leur état naturel de bien-être ou leur joie de vivre? Bien sûr que non. Seuls des gens qui se trouvent dans un état négatif profond, qui se sentent vraiment très mal, peuvent créer une telle réalité et ainsi refléter leur état intérieur. Ils sont maintenant affairés à détruire la nature et la planète qui les sustente. Incroyable, mais vrai. Les humains constituent une espèce dangereusement désaxée et très malade. Ce n'est pas un jugement, mais un fait. Autre fait, l'équilibre mental est vraiment là, derrière la folie. La guérison et la rédemption sont à notre disposition à tout instant. Pour revenir à vos propos, il est certainement vrai que lorsque vous acceptez votre ressentiment, votre humeur sombre, votre colère, etc.,
vous n'êtes plus obligé de les extérioriser aveuglément. Par conséquent, vous êtes moins susceptible de les projeter sur d'autres. Mais je me demande si vous ne vous faites pas des illusions. Lorsque vous pratiquez l'acceptation depuis un certain temps, vient le moment où vous avez besoin de passer à l'étape suivante, celle où ces émotions négatives ne sont plus générées. Si vous ne le faites pas, votre acceptation n'est ni plus ni moins qu'une étiquette mentale permettant à votre ego de continuer à se vautrer dans le tourment et de renforcer ainsi son sentiment de division vis-à-vis des autres, de son milieu de vie, de son ici, maintenant. Comme vous le savez, la division est ce sur quoi repose le sentiment d'identité de l'ego. L'acceptation véritable métamorphoserait ces émotions sur le champ. Et si vous connaissiez vraiment profondément cette vérité, que tout est bien, connaîtriez-vous alors de telles émotions négatives? Car s'il n'y avait ni jugement, ni résistance face à ce qui est, ces émotions ne verraient pas le jour. Vous avez en tête « tout est bien », mais au fond, vous n'y croyez pas vraiment. Donc, les vieux schèmes de résistance mentale et émotionnelle sont encore là. Voilà pourquoi vous vous sentez mal. C'est bien, ça aussi. Êtes-vous en train de défendre votre droit à l'inconscience, à la souffrance? Ne vous inquiétez pas, personne ne vous l'enlèvera. Si vous réalisez qu'un aliment vous rend malade, allez-vous continuer à en manger en affirmant qu'il est bien d'être malade? Où que vous soyez, soyez-y totalement. Pouvez-vous donner d'autres exemples d'inconscience ordinaire? Essayez de vous surprendre en train de vous plaindre en paroles ou en pensée d'une situation dans laquelle vous vous trouvez, de ce que les autres font ou disent, de votre cadre de vie, de vos conditions de vie et même du temps qu'il fait. Se lamenter, c'est toujours et encore ne pas accepter ce qui est. Cette attitude comporte invariablement une charge négative inconsciente. Lorsque vous vous plaignez, vous adoptez une attitude de victime. Lorsque vous vous exprimez, vous reprenez votre pouvoir. Alors, changez la situation en passant à l'action ou en vous exprimant, si c'est possible ou nécessaire. Éliminez la situation de votre vie ou acceptez-la. Tout le reste n'est que folie. L'inconscience ordinaire est toujours reliée d'une certaine façon au déni du présent. Le présent, bien sûr, implique aussi l'ici. Êtes-vous en train de résister à l'ici maintenant? Certaines personnes voudraient toujours être ailleurs. Leur ici ne leur suffit jamais. En vous observant, tentez de voir si tel est le cas pour vous. Où que vous soyez, soyez-y totalement. Si vous trouvez votre ici maintenant intolérable et qu'il vous rend malheureux, 3 possibilités s'offrent à vous. Vous retirer de la situation, la changer ou l'accepter totalement. Si vous voulez assumer la responsabilité de votre vie, vous devez choisir l'une de ces 3 options et tout de suite. Puis, acceptez-en les conséquences, sans excuse, sans négativité, sans pollution psychique. Gardez votre espace intérieur dégagé. Si vous passez à l'action, c'est-à-dire que vous vous retirez de la situation ou que vous la changez, commencez si possible par laisser tomber la négativité. L'action qui résulte de la compréhension des besoins est plus efficace que celle qui découle de la négativité. Souvent, il vaut mieux passer à n'importe quelle action que de ne rien faire, surtout si on est piégé depuis longtemps dans une situation malheureuse. S'il s'agit d'une erreur, vous apprendrez au moins quelque chose, et dans ce cas, ce ne sera plus une erreur. Si vous restez dans le piège, vous n'apprendrez rien. La peur vous empêche-t-elle de passer à l'action? Reconnaissez-la, observez-la
Accordez-lui votre attention, soyez-y pleinement présent. Ceci aura pour effet de rompre le lien entre la peur et la pensée. Ne laissez pas la peur vous venir à l'esprit. Utilisez le pouvoir du présent. La peur ne peut l'emporter sur lui. Si vous ne pouvez vraiment rien faire pour rectifier votre ici maintenant ou pour vous retirer de la situation, alors acceptez totalement ce qui se passe actuellement en laissant tomber toute résistance intérieure. Le faux moi tourmenté qui adore se sentir malheureux ou rancunier ou s'apitoyer sur son sort ne peut plus survivre. Ça s'appelle lâcher prise, ce qui n'est pas synonyme de faiblesse et recèle au contraire une grande force. Seule une personne qui lâche prise a du pouvoir spirituel. En agissant ainsi, vous serez intérieurement libéré de la situation et la verrez peut-être changer sans aucun effort de votre part. Chose certaine, vous serez libre. Y a-t-il quelque chose que vous devriez faire mais que vous ne faites pas? Dans l'affirmative, levez-vous et faites-le tout de suite. Sinon, acceptez complètement votre inactivité, votre paresse ou votre passivité actuelle si tel est votre choix. Allez-y à fond, amusez-vous, soyez aussi paresseux ou inactif que possible. Si vous y allez à fond et consciemment, vous en sortirez bientôt, ou peut-être pas. D'une manière ou d'une autre, il n'y aura ni conflit intérieur, ni résistance, ni négativité. Êtes-vous stressé? Êtes-vous si pressé d'arriver au futur que le présent n'est plus qu'une étape? Le stress est provoqué par le fait que l'on soit ici tout en voulant être là, ou que l'on est dans le présent tout en voulant être dans le futur. C'est une division qui vous déchire intérieurement. Il est malsain de la créer et de vivre avec. Le fait que tout le monde le fasse ne rend pas la chose moins malsaine. Au besoin, vous pouvez vous déplacer rapidement, travailler avec célérité ou même courir, sans vous projeter dans le futur, ni résister au présent. Lorsque vous vous déplacez, travaillez, courez, faites-le totalement. Appréciez le mouvement et l'intensité de l'énergie à cet instant-là. Vous voyez, à présent, vous n'êtes plus stressé, vous n'êtes plus en dichotomie. Vous ne faites que vous déplacer, courir, travailler et apprécier. Et vous pouvez tout laisser tomber ou vous asseoir sur un banc de parc, mais si vous le faites, observez votre mental. Il vous dira peut-être « Tu devrais être en train de travailler, tu perds ton temps. » Observez-le, souriez-lui. Le passé retient-il une grande partie de votre attention? Vous arrive-t-il souvent d'en parler et d'y penser, en bien ou en mal? S'agit-il des grandes choses que vous avez accomplies, de vos aventures ou de vos expériences? Ressassez-vous votre passé de victime et les affreuses choses que l'on vous a faites ou que vous avez faites à quelqu'un? Vos mécanismes mentaux sont-ils en train d'engendrer de la culpabilité, de l'orgueil, du ressentiment, de la colère, du regret ou de l'apitoiement sur vous-même? Alors non seulement vous renforcez un faux sentiment du moi, mais vous ancrez également le processus de vieillissement de votre corps en provoquant une accumulation de passé dans votre psyché. Vérifiez cela vous-même en observant autour de vous ceux qui ont une forte tendance à s'accrocher au passé. Laissez mourir le passé à chaque instant, vous n'en avez pas besoin, n'y faites référence que lorsque c'est absolument de mise pour le présent. Ressentez le pouvoir de cet instant et la plénitude de l'être. Sentez votre présence. Êtes-vous inquiet? Avez-vous souvent des pensées anticipatoires? Dans ce cas, vous vous identifiez à votre mental, qui se projette dans une situation future imaginaire et crée de la peur.
Il n'y a aucun moyen de faire face à une telle situation car celle-ci n'existe pas. C'est un ectoplasme mental. Vous pouvez mettre fin à cette folie corrosive qui sape votre santé et votre vie. Il vous suffit de saisir l'instant présent. Prenez conscience de votre respiration. Sentez le mouvement de l'air qui entre et sort de vos poumons. Ressentez le champ énergétique en vous. Tout ce que vous n'aurez jamais à affronter et à envisager dans la vie réelle, c'est cet instant, alors que vous ne pouvez pas le faire dans le cas de projection mentale imaginaire. Demandez-vous quel problème vous avez à l'instant et non celui que vous aurez l'an prochain, demain ou dans 5 minutes. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Vous pouvez toujours composer avec le présent, mais vous ne pourrez jamais composer avec le futur, et vous n'aurez pas à le faire. La réponse, la force, l'action ou la ressource juste se présentera lorsque vous en aurez besoin, ni avant ni après. Un jour j'y arriverai. Votre but monopolise-t-il une si grande partie de votre attention que vous réduisez l'instant présent à un moyen vous permettant d'atteindre ce but? Prive-t-il votre action de toute joie? Attendez-vous avant de commencer à vivre? Si vous adoptez un tel scénario mental, peu importe vos réalisations et vos accomplissements, le présent ne sera jamais assez bien. Le futur semblera toujours meilleur. C'est là la recette parfaite pour concocter une insatisfaction ou un inassouvissement permanent. Ne pensez-vous pas? Êtes-vous quelqu'un qui attend, généralement? Quel pourcentage de votre vie passez-vous à attendre? Ce que j'appelle l'attente à petite échelle, c'est faire la queue au bureau de poste, être pris dans un bouchon de circulation ou à l'aéroport, ou encore anticiper l'arrivée de quelqu'un à la fin d'une journée de travail, etc. L'attente à grande échelle, c'est espérer les prochaines vacances, un meilleur emploi, le succès, l'argent, le prestige, l'illumination. C'est attendre que les enfants grandissent et qu'une personne vraiment importante arrive dans votre vie. Il n'est pas rare que des gens passent leur vie à attendre pour commencer à vivre. Attendre est un état d'esprit. En résumé, vous voulez le futur, mais non pas le présent. Vous ne voulez pas ce que vous avez et désirez ce que vous n'avez pas. Avec l'attente, peu importe sa forme, vous suscitez inconsciemment un conflit intérieur entre votre ici-maintenant, où vous ne voulez pas être, et le futur projeté que vous convoitez. Cela réduit grandement la qualité de votre vie en vous faisant perdre le présent. Il n'y a rien de mal à essayer d'améliorer vos conditions de vie, et vous pouvez le faire. Par contre, vous ne pouvez améliorer votre vie. La vie passe avant tout. La vie est votre être intérieur le plus profond. Elle est déjà entière, complète, parfaite. Ce sont les circonstances et vos expériences qui constituent vos conditions de vie. Il n'y a rien de mal à aspirer à un but et à vous efforcer de l'atteindre. L'erreur, c'est de substituer cette aspiration au sentiment de vivre, à l'être. Le seul point d'accès à l'être, c'est le présent. Vous êtes donc comme l'architecte qui ne prête aucune attention aux fondations d'un édifice, mais passe beaucoup de temps sur la superstructure. Par exemple, bien des gens attendent que la prospérité vienne. Mais celle-ci ne peut arriver dans le futur lorsque vous honorez, reconnaissez et acceptez pleinement votre réalité présente et ce que vous avez, c'est-à-dire le lieu où vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous faites en ce moment.
vous éprouvez de la reconnaissance pour ce que vous avez, pour ce qui est, pour le fait d'être. La gratitude envers le moment présent et la plénitude de la vie présente, voilà ce qu'est la vraie prospérité. Celle-ci ne peut survenir dans le futur. Alors avec le temps, cette prospérité se manifeste pour vous de diverses façons. Si vous êtes insatisfait de ce que vous avez, ou même frustré ou en colère face à un manque actuel, cela peut vous motiver à devenir riche. Mais même avec des millions, vous continuerez à éprouver intérieurement un manque. Et au fond, l'insatisfaction sera toujours là. Vous avez peut-être vécu de nombreuses expériences passionnantes qui peuvent s'acheter, mais elles sont éphémères et vous laissent toujours un sentiment de vide et le besoin d'une plus grande gratification physique ou psychologique. Vous ne vivez donc pas dans l'être et par conséquent, ne sentez pas la plénitude de la vie maintenant, qui est la seule véritable prospérité. Alors, cessez d'attendre. N'en faites plus un état d'esprit. Lorsque vous vous surprenez à glisser vers cet état d'esprit, secouez-vous, revenez au moment présent. Contentez-vous d'être et dégustez le fait d'être. Si vous êtes présent, vous n'avez jamais besoin d'attendre quoi que ce soit. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dira « Désolé de vous faire attendre », vous pourrez répondre « Ça va, je n'attendais pas, j'étais tout simplement là, à m'amuser. » Voilà seulement quelques-unes des stratégies habituelles qui font partie de l'inconscience ordinaire et que le mental utilise pour nier le moment présent. Elles font tellement partie de la vie normale, du parasitage de fond et de l'insatisfaction perpétuelle qu'il est facile de les ignorer. Mais plus on surveille son état mental et émotionnel intérieur, plus il est facile de savoir quand on s'est fait prendre au piège du passé ou du futur. Plus il est facile de se rendre compte qu'on a été inconscient et de sortir du rêve du temps pour revenir au présent. Mais attention, le faux moi tourmenté et fondé sur l'identification au mental se nourrit du temps. Il sait que le moment présent signe son arrêt de mort et se sent de ce fait très menacé par lui. Il fera tout ce qu'il pourra pour vous en éloigner. Il essaiera de vous maintenir à tout prix dans le temps. Le but spirituel du périple qu'est votre vie. Je perçois le vrai dans ce que vous dites, mais je crois tout de même que nous devons avoir un but dans le périple qu'est notre vie. Autrement, nous nous contentons de dériver et un but, c'est le futur, n'est-ce pas? Comment réconcilier cela avec le fait de vivre dans le présent? En voyage, il est sûrement utile de savoir où on va et de connaître de façon générale la direction que l'on emprunte. Mais n'oubliez pas que la seule chose qui soit réelle dans votre périple, en somme, c'est le pas que vous faites en ce moment. C'est la seule chose qui existe vraiment. Votre périple personnel a un but extérieur et un but intérieur. Le premier consiste à arriver à destination, à accomplir ce que vous avez entrepris de faire, à réaliser quelque chose. Et bien entendu, cela implique le futur. Mais si votre destination ou les pas que vous ferez dans le futur monopolisent tellement votre attention qu'ils deviennent plus importants pour vous que le pas que vous faites maintenant, alors vous passez complètement à côté de la raison d'être de votre périple qui n'a rien à voir avec l'endroit où vous allez, ni avec le geste que vous posez, mais tout à voir avec le comment des choses. Ce périple de vie n'a rien à voir avec le futur, mais tout à voir avec la qualité de votre conscience à cet instant même. Le but extérieur appartient à la dimension horizontale de l'espace et du temps. Le but intérieur concerne
l'approfondissement de votre être dans la dimension verticale de l'éternel maintenant. Dans le monde extérieur, votre périple est peut-être fait d'1 million de pas. Dans le monde intérieur, il n'en comprend qu'un, celui que vous faites maintenant. À mesure que la conscience que vous avez de ce pas s'approfondit, vous réalisez que celui-ci contient déjà en lui tous les autres pas, de même que la destination. Ce pas se transforme alors en l'expression de la perfection, en un acte d'une grande beauté et d'une grande qualité. Il vous aura conduit à l'être et la lumière de l'être brillera en lui. Voilà à la fois la raison d'être et l'objectif du périple intérieur qui vous conduit vers vous-même. Est-ce important d'atteindre ou non notre but extérieur, de réussir ou d'échouer dans le monde? Cela aura de l'importance pour vous aussi longtemps que vous n'aurez pas réalisé votre raison d'être. Par la suite, le but extérieur n'est qu'un jeu que vous pouvez continuer de jouer tout simplement parce que cela vous amuse. Il est également possible d'échouer complètement en ce qui concerne votre but extérieur et en même temps de réussir totalement ce qui a trait à votre raison d'être. L'inverse est encore plus courant, richesse extérieure et pauvreté intérieure, ou gagner le monde et perdre son âme, comme dit Jésus. En définitive, tout but extérieur est tôt ou tard voué à l'échec, parce qu'il est tout simplement soumis à la loi de l'impermanence des choses. Plus tôt vous réaliserez que votre but extérieur ne peut vous procurer de satisfaction durable, mieux ce sera. Lorsque vous aurez constaté les limites de votre but extérieur, vous mettrez de côté l'attente irréaliste qui vous rend heureux et le subordonnerez à votre raison d'être intérieure. Le passé ne peut survivre en votre présence. Vous avez dit que le fait de parler du passé ou d'y penser est une façon d'éviter le présent. Mais à part le passé dont nous nous rappelons et auquel nous nous identifions peut-être, n'y a-t-il pas en nous un autre niveau de passé beaucoup plus enraciné? J'entends par là le passé inconscient qui conditionne nos vies à partir d'expériences vécues dans la petite enfance et peut-être même au cours de vies antérieures. Il y a également notre conditionnement culturel qui se rapporte à notre lieu de résidence et à l'époque à laquelle nous vivons. Toutes ces choses déterminent notre façon de voir le monde, de réagir, de penser, le genre de relations que nous entretenons, la manière dont nous vivons notre vie. Comment pourrions-nous jamais devenir conscients de tout cela ou nous en débarrasser? Combien de temps faudrait-il? Et même si nous y arrivions, que resterait-il? Que reste-t-il lorsque l'illusion disparaît? Il n'est pas nécessaire de fouiller votre passé inconscient, sauf lorsqu'il se manifeste dans l'instant sous la forme d'une pensée, d'une émotion, d'un désir, d'une réaction ou d'un événement qui vous arrive. Tout ce que vous avez besoin de savoir au sujet de votre passé inconscient, les défis du présent vous l'apporteront. Si vous commencez à fouiller votre passé, ce sera un trou sans fond, car vous trouverez toujours autre chose. Vous croyez peut-être qu'il vous faut plus de temps pour comprendre le passé ou vous en libérer, donc que le futur finira par vous en délivrer. C'est là une illusion. Seul le présent peut vous amener à cela. Vous ne pouvez pas vous défaire du temps en y mettant du temps. Sachez accéder au pouvoir de l'instant présent. C'est la clé. Qu'est-ce que le pouvoir de l'instant présent? Ce n'est rien d'autre que le pouvoir de votre présence, de votre conscience libérée des formes pensées. Alors faites face au passé à partir du présent. Plus vous accordez d'attention au passé, plus vous lui donnez d'énergie, et plus vous êtes susceptible d'en faire un moi. Ne vous méprenez pas, il est essentiel d'être attentif,
mais pas au passé en tant que tel. Accordez de l'attention au présent, à votre comportement, à vos réactions, à vos humeurs, à vos pensées, à vos émotions, à vos peurs et à vos désirs à mesure qu'ils se présentent dans l'instant présent. C'est cela, votre passé. Si vous pouvez être suffisamment présent pour observer toutes ces choses, non pas avec un regard critique ou analytique, mais sans les juger, alors vous faites face au passé et le dissipez par le pouvoir de votre présence. Vous ne pouvez pas vous trouver en retournant dans le passé, mais c'est possible en revenant dans le présent. N'est-il pas utile de comprendre le passé pour pouvoir saisir la raison pour laquelle nous faisons certaines choses, nous réagissons de certaines manières ou créons inconsciemment notre propre mélodrame, nos scénarios relationnels, etc. À mesure que vous prenez davantage conscience de votre réalité présente, certaines intuitions vous viennent quant au fonctionnement particulier de votre conditionnement. Par exemple, vous comprenez pourquoi vos relations obéissent à des scénarios précis et pourquoi des événements passés remontent à votre mémoire et deviennent plus clairs. C'est bien, et cela peut même être utile, mais ce n'est pas essentiel. Ce qui l'est, c'est votre présence consciente. C'est elle qui dissipe le passé et sert d'agent de transformation. Alors ne cherchez pas à comprendre le passé et soyez aussi présent que possible. Le passé ne peut survivre en votre présence. Il n'existe qu'en votre absence.